Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La guerre dans le Sahel, aux trois frontières, c'est-à-dire au Mali, au Niger, au Burkina Faso, continue. 71 soldats ont péri la semaine dernière parmi les forces qui luttent contre les djihadistes. Et parmi ces forces, il y a la force Barkhane, les Français qui appuient les forces militaires africaines. Et au même moment, les sentiments anti-français se font jour dans les relations entre la France et les dirigeants africains. La France, partie ou restée. En tout cas, le sommet de Pau convoqué pour le 22 décembre prochain a été reporté en janvier 2020. Nos invités tenteront de répondre à ces questions. Pendant ce temps, au Togo, on se prépare à aller à l'élection présidentielle le 22 février 2020. C'est la date retenue pour le scrutin du premier tour. Mais le processus est décrié par la classe politique de l'opposition et la société civile. Le régime ignore les critiques et continue, fonce droit dans le mur. Quelle crédibilité pour ce processus électoral? Comment sera le Togo après la présidentielle? Nous tenterons de répondre à cette question. Et puis les Togolais qui sont appelés aux urnes le 22 février prochain pour le premier tour, ils sont parmi les populations dites malheureuses au monde dans un récent rapport du PNUD. Comment est-ce que nous analysons ce rapport? Nous allons le dire dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission de cette semaine. Nous avons comme invité à nos côtés Ferdinand Haïté, qui n'est plus à présenter. Et notre second invité, c'est Joël Ega. Il est le patron du journal Fraternité. Joël, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour fidèle de ce programme que nous apprécions tant. Vous êtes, c'est votre première fois dans cette émission. Comment est-ce que vous trouvez l'émission de L'Autre Journal? Non, comme je l'ai dit tantôt, c'est une initiative que moi j'apprécie personnellement parce que ça permet d'apporter un peu plus de lumière aux citoyens lambda, mais également aux observateurs qui suivent de près les faits et gestes, tant des acteurs politiques que de la société civile, enfin tous ceux qui participent au quotidien du Togo en termes de bonheur. Et donc, c'est une initiative que moi j'apprécie très bien et ça, je crois que c'est un outil d'éducation et d'éclairage de plus pour ceux qui veulent participer au débat national. Merci. Merci Joël. Nous restons avec vous. Joël, est-ce que vous aimez ce que fait la France dans le Sahel? Non, je crois que ce serait, si tu n'es pas africain, enfin, si tu n'es pas ressortissant du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et même du Maghreb, c'est dans ces seules conditions que tu aimerais ce que la France fait. Et même là, je me demande si on fait un sondage aujourd'hui, est-ce que combien défendront ce que la France fait dans cette partie du monde? Personne, parce que il faut voir la dynamique que prend aujourd'hui le débat, je dirais le débat sur la justice, la liberté, l'accès, bref, l'accès au bien-être. Les positions tendent à se rejoindre pendant que le populisme augmente en Europe, sur le vieux continent. Et vous voyez, c'est l'aspiration à une gestion plus inclusive qui émerge partout, même aux États-Unis, etc. Même dans le Moyen-Orient. Et donc, comme Macron lui-même l'a dit, si la France ne change pas de comportement, il risque d'escléroser, leur civilisation risque même de disparaître. Cette pratique de croire toujours qu'on est le plus malin parce qu'on a la technologie de notre côté, on a la diplomatie de notre côté, elle est révolue. Et donc, ne pas dire à la France que c'est dépassé, c'est malsain ce que vous faites, je crois que c'est refuser son identité, c'est refuser, je ne sais comment, c'est refuser d'être digne. Et donc, la France sait que le temps est sonné de changer de posture et d'arrêter de prendre les Africains comme des cons. Ferdinand, est-ce que vous partagez le même avis? D'abord, il faut s'incliner
sur la tombe de tous ces soldats-là, présenter les condoléances à leurs familles. Vous voyez autant de soldats qu'on a alignés, autant de cercueils. Ça fait tellement mal de voir les dignes fils de l'Afrique comme ça, chaque semaine, être enterrés. Et derrière ces soldats qui meurent tous les jours, c'est des familles qui sont en deuil, c'est des enfants qui deviennent orphelins, c'est des femmes qui sont des veuves. Et ça fait très mal de voir tout ça sur le continent. Maintenant, la situation au Sahel est très complexe. C'est vrai qu'il y a des débats très passionnés, il y a des accusations qui fusent partout. On sait que tout ça s'est accentué avec la guerre de la Libye. La guerre en Libye, dans laquelle la France, les États-Unis, toutes les puissances étaient impliquées, qui ont sauté le pouvoir de Kadhafi et donc ouvert les stocks d'armes. Et que depuis ce temps-là, la Libye est devenue un pays de non-droit, c'est un no man's land, et c'est un pays livré aux milices et un territoire sur lequel s'affrontent toutes les puissances. Aujourd'hui, en Libye, vous avez les Russes, les Américains, les Chinois, les Français, les Turcs, les Qataris, les Arabes, les Égyptiens. Donc chacun parraine une milice. Donc il y a un stock d'armes qui se déverse dans ce pays-là. Et ce stock d'armes-là arrive jusqu'au Sahel et alimente les mouvements djihadistes. Il faut quand même rappeler que avant la guerre en Libye, le Sahel était déjà une zone un peu d'insécurité. Il y avait des prises d'otages, des trafics de drogue, de cigarettes et tout ça. Et donc, c'est vrai que la politique française dans cette zone n'a pas toujours été claire. Et c'est ça qui alimente la réprobation des Africains, tout ce que vous savez. Mais en même temps, il faut reconnaître que nous-mêmes, au niveau du continent, il y a des choses que nous n'avons pas pu faire. Il y a notre responsabilité engagée. D'abord, par exemple, lorsqu'il y a eu cette attaque-là de ce camp au Niger, la question de savoir comment est-ce qu'un camp, une caserne, un camp de cette envergure n'a pas pu être protégé. Est-ce qu'il n'y avait pas des lignes de défense, il n'y avait pas des éclaireurs, il n'y avait pas des sentinelles qui étaient devant, surtout que le camp avait déjà été attaqué il y a 6 mois. Et donc au niveau de la hiérarchie militaire du Niger et des autorités nigériennes, on aurait dû prendre toutes les mesures pour qu'une seconde attaque n'arrive pas. Et donc, on voit bien que la situation se dégrade. Mais ce n'est pas une affaire de G5, c'est une affaire de toute l'Afrique de l'Ouest, au-delà même. Moi, je refuse qu'on confine cette histoire du Sahel à une entité qu'on appelle le G5. Parce que ces djihadistes-là, ils ont des cellules dormantes dans tous nos pays. Excusez-moi, dans tous nos pays. Ils ont des cellules dormantes. Et le jour où ils arrivent dans votre pays, ces cellules dormantes deviennent actives. Et donc je pense qu'à une menace régionale, il faut une réponse régionale. Au-delà de débats sur la présence des troupes étrangères, je rappelle qu'il y en a tellement dans le Sahel. C'est vrai qu'on ne voit que la France devant, mais il y a les Américains, il y a les Allemands aujourd'hui, il y a beaucoup de puissances qui sont aujourd'hui dans le Sahel, qui est devenu un enjeu vraiment, je peux dire que c'est comme l'Afghanistan ou la Syrie de l'Afrique aujourd'hui. Donc il y a tellement de puissances dont les intérêts se croisent qu'il faut faire très attention pour que le débat tel qu'on l'anime, tel qu'on le porte, ne nous exonère pas de nos propres responsabilités, parce que je pense que nous n'avons pas réussi suffisamment en Afrique à former des armées, à créer des États qui pourront véritablement régler les problèmes internes. Oui, il y a la responsabilité des Africains dans le Sahel. Joël, ce qu'on ne comprend pas, c'est malgré la logistique dont dispose la France aussi aujourd'hui, c'est-à-dire tout cet arsenal militaire, la France ne réussit pas à mettre la main ou bien à faire fuir les djihadistes dans la région. Vous comprenez ce paradoxe? Votre question a chuté sur le mot par lequel je voulais commencer, le paradoxe. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous fasse croire que la France est en train
est en mission de défense de la démocratie dans le Sahel. Aucunement. Aucunement, parce que défendre la démocratie, ils auraient pu procéder autrement. On ne vient pas défendre la démocratie, instruire la démocratie avec autant d'hommes entrahis qui, depuis 5-10 ans, ils n'arrivent toujours pas à imposer la démocratie. Parce que c'est le même en Libye qu'ils ont servi en Libye. Et voilà ce que ça a donné. La France ne peut pas nous dire également qu'ils sont en lutte contre le djihadisme, parce que ceux qui financent le djihadisme, on les connaît. La France est vendeur d'armes, est un partenaire de premier choix pour le Qatar. Ceux qui financent, la France ne dira pas non plus qu'il est en lutte contre l'islamisme. Parce que ceux qui sont les porte-nombreux de l'islamisme, c'est l'Arabie Saoudite, et la France vend des armes à ces pays-là. Alors, maintenant, pour aller un peu au-delà de ce que Ferdinand a dit, c'est que c'est vrai, il ne faut pas faire une fixation sur ce que l'ex-colon a dit, parce que les Africains ont une responsabilité. Mais avant que les Africains ne dégagent leur responsabilité, il faut d'abord qu'on enlève le sable, c'est-à-dire qu'on dépoussière pour voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et parce que nos armées aujourd'hui, quand tu prends les 15 États de l'Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui a une armée, excepté peut-être les pays anglophones, parce que je ne suis pas anglophone, je ne maîtrise pas leur réalité, mais qui aujourd'hui a une armée conçue par les nationaux, c'est-à-dire les citoyens. Nos armées sont truffées d'instructeurs anglais, américains, de toutes les façons. Quand tu prends les hauts gradés aujourd'hui, ils sont diplômés en Europe, du moins en Occident. C'est ce qu'ils ont appris. C'est toujours la relation du maître et de l'esclave. Vous voulez être redevable. C'est pour gérer une situation, quand l'officier, il est coincé, il retourne, il remonte, il reprend d'abord ses cours, ou carrément il appelle son supérieur. Il y a toujours une aliénation de nos armées. Donc quand vous voyez là, c'est normal que nos armées n'arrivent pas à faire face à ce que moi je qualifie aujourd'hui de nébuleuse. Parce que quand on parle du djihadisme, hier on parlait de Al-Qaïda comme une nébuleuse. Le djihadisme est devenu aujourd'hui une nébuleuse. Vous allez aujourd'hui dans les... enfin, je vais pas identifier clairement, mais vous allez dans certains milieux où vous voyez même des formations qui sont données aux enfants, c'est-à-dire que c'est une formation, on dit formation scolaire, formation instruction, mais derrière, ce sont des préparations, c'est-à-dire que on prépare, c'est le terreau pour de jeunes djihadistes. Et ça, dans tous les pays, nous en avons. Alors moi, je voudrais dire que il faudra aujourd'hui que, au moins ce courage-là que certains chefs d'État ont eu en boudant indirectement. Bon, enfin, c'est le niveau où ils ont mis le curseur pour leur courage, en boudant indirectement la façon dont Macron les a convoqués pour la réunion de Pau. Il faut qu'on passe par là pour aujourd'hui dire à l'autre partenaire, parce que qu'on le veuille ou pas, la France a besoin de nous. Que ce soit la France, l'Occident a besoin, l'avenir du continent, c'est chez nous. Et ils ont aujourd'hui des populations fortement métissées. Quand vous prenez rien que le Parlement, le gouvernement français, etc., combien sont des Français de souche? Mais vous allez aujourd'hui aux États-Unis, quelle que soit la guerre qu'ils mènent aux Chinois, il y a beaucoup de Chinois qui ont incrusté aujourd'hui la société américaine. La Grande-Bretagne, n'en parlons même pas. Il y a tellement d'Indiens, il y a tellement d'Africains qui sont aujourd'hui, qui portent aujourd'hui au bout de leurs bras les réalités de la société anglaise. Donc, ce monde métissé est aujourd'hui là. Donc, ça ne sert à rien de vouloir chercher à faire de quelque part, d'un continent, votre terreau je ne sais comment dire, le terreau qu'on exploite ad vitam aeternum. Ce n'est plus possible, parce que peut-être c'est vos enfants qui, demain, vont vous interroger, vont vous faire débouter. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, il faut que cette posture-là qui a été adoptée indirectement vis-à-vis du sommet de Pau, que ce soit amplifié, que les chefs d'État, parce qu'ils ne sont pas là à vie aujourd'hui, au moins au sein de la CEDEAO, excepté le cas du Togo, sur lequel on va faire une situation, excepté le cas du Togo, au moins ils sont là pour 5 ans fois 2. Les 10 ans que tu es là, fais tout pour que au moins tu élèves un peu le débat, un peu comme les Kakonou le font aujourd'hui, tu élèves un peu le débat pour que demain, celui qui va te succéder dise à la France, non, attends, mais
enfin, à tout l'Occident, non, attends, mais on peut plus avoir de relation de préposer à un truc-là, à un sujet qu'on exploite à vie. Donc, il faut aujourd'hui que on s'asseye pour revoir nos relations, pour que les Africains fassent mieux face à cette nébuleuse de djihadisme. Merci beaucoup, Joël. Avant de poursuivre le débat, nous allons prier les lecteurs de regarder un peu cet élément. Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé civil et militaire marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Chef d'état-major général des forces armées congolaises, général de division Guy Blanchard-Okoy.
Retour sur ce plateau, Ferzina, vous avez suivi l'élément que nous avons passé tout à l'heure. Quel commentaire faites-vous à propos de cette vidéo? Non, avant d'arriver sur les deux vidéos dans le dossier, dans la suite de ce que Joël a dit, il faut quand même rappeler que on parlait de nos propres responsabilités, il faut les situer, et moi c'est ce que je dis, il ne faut pas avoir, il faut pas masquer les choses, il ne faut pas avoir la langue de bois. 60 ans après les indépendances, il faut quand même reconnaître que nous n'avons pas réussi dans nos États, s'il en existe, à bâtir des armées solides, efficaces. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que par exemple le Mali a, je ne sais pas, plusieurs milliers de soldats, je sais peut-être 40 000, 30 000. On ne peut pas dire que 3 000 rebelles sont en train de mettre un pays comme ça en lambeaux. On sait très bien que l'armée malienne, avant le coup d'État de 2012 avec les Sanogo, la plupart des officiers maliens étaient dans les affaires de trafic. C'était devenu une pétaudière. Et vous savez très bien que les armées africaines, telles que nous les avons, on a parlé tout à l'heure de formation, le problème n'est pas forcément là. Parce que des gens, ils vont suivre les formations à l'extérieur, mais il y a des formations que les soldats suivent ici. Lorsqu'on forme les gens au Centre national d'instruction à Kara ou je ne sais pas, à Temeya, c'est des Togolais qui forment des gens. Après, ils vont soit à Bouaké, soit à Yaoundé, ou ils vont peut-être à l'extérieur pour renforcer leur formation. Vous savez qu'il y a des gens en France qui vont faire des formations dans les unités aux États-Unis, vice-versa. C'est toujours un échange de compétences, vous voyez. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais réussi à bâtir des armées. Parce que les régimes qui sont à la tête de nos pays, soit ce sont des régimes claniques. Donc, lorsque c'est des régimes claniques, on forme une armée clanique. La majorité des militaires sont de l'ethnie du président. Et souvent sont dans la garde républicaine, celle-là même, la garde prétorienne, qui est chargée de protéger le président. Et le reste de l'unité est quelque part, sans moyens, vous avez vu. Et donc, on a ça à l'échelle de tous les pays africains. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on n'a pas véritablement des unités solides, des armées, dont la mission est de protéger les territoires. Et puis ensuite, comme c'est des régimes qui ne sont pas forcément, disons, démocratiques, et que l'objectif, souvent, de ceux qui tiennent le pouvoir, c'est de s'appuyer sur l'armée pour écraser le peuple, il se fait que dans nos pays francophones, surtout, il n'y a pas une certaine harmonie entre l'armée et le peuple. Il n'y a pas une certaine osmose entre l'armée et le peuple. Le peuple ne se retrouve pas dans les armées, parce que l'armée, ou une partie de cette armée, a passé tout le temps à brimer le peuple. Du coup, lorsque l'ennemi s'infiltre, le peuple... il n'y a pas une union sacrée entre le peuple et l'armée pour bouter l'ennemi dehors. Au contraire, il y a une partie même des populations qui vont trouver aux ennemis leurs libérateurs. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est des faiblesses structurelles liées même à nos forces armées. Et puis après, vous avez nos armées consomment énormément d'argent. Quand vous prenez par exemple le budget au Togo, cette année, la loi des finances, je pense que ça a augmenté de plus de 30 milliards. Alors, qu'est-ce que ça sert à? Ça sert à quoi tous ces moyens? Et donc, je disais tantôt qu'à une menace régionale, il faut une solution régionale. Moi, je ne suis pas pour qu'on laisse ces 5 présidents-là aller faire le deuil devant tous ces cercueils. Il faut que ces situations interpellent tous les pays de la CEDEAO. C'est vrai que les gens diront, oui, la CEDEAO, c'est les Blancs qui sont derrière et tout ça. Mais pour une fois, il faut que nous prenions nos responsabilités. Quand vous prenez les militaires au Togo, vous avez, peut-être ils sont 20 000, vous avez la moitié, qui sont dans les domiciles de leurs patrons en train de cultiver. Ils font pratiquement rien. Et c'est peut-être partout en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut lever une armée régionale pour faire face à la menace régionale. Si le Nigeria n'était pas un pays corrompu, dont l'armée est foncièrement corrompue, où les généraux étaient avec les gens de Boko Haram, le Nigeria seul peut régler ce problème, comme ça a été le cas, par exemple, du Libéria avec les Comores. Donc, je pense qu'on peut trouver une solution en dehors des forces étrangères. C'est de lever des troupes. En Afrique occidentale, on peut dire, on lève 100 000 personnes, on forme les gens, on les équipe,
et puis on les déploie dans le Sahel. Parce que nous connaissons plus ou moins, par des investigations, les sources d'approvisionnement des djihadistes. Les djihadistes, ils font quoi? Ils font le trafic d'or. C'est avec ça aujourd'hui qu'ils financent leur lutte. Ils font le trafic de cigarettes, ils font le trafic de médicaments, dont le fameux tramadol, dont eux-mêmes ils se servent, mais qu'ils inondent aussi, comment l'appelle-t-on, le pays. Ils font le trafic de migrants, ils font un certain nombre d'activités qui leur rapportent de l'argent et avec lesquels ils achètent les armes. Donc je pense que si nos États sont organisés, il y a une volonté de tous les chefs d'État, on va régler ce problème. Il ne s'agit pas de dire oui, ça se passe au Niger, nous sommes au Togo, tant que ce n'est pas arrivé encore au Togo, on ne s'inquiète pas, nous sommes en Côte d'Ivoire, tant que ce n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, on ne s'inquiète pas. Parce que le Sahel aujourd'hui, c'est le verrou de la côte. Si le Burkina saute, le Niger saute et le Mali saute, tous nos pays seront envahis et nous deviendrons des califats parce qu'il y a des risques de somalisation de toute cette zone-là. Maintenant, les images que vous projetez là de ces militaires qu'on voit là, voilà ce à quoi servent nos armées. La première image, c'est Denis Sassou Nguesso qui est en train de faire le pharaon lors d'un défilé. Vous avez vu tous ces soldats là, avec les lunettes noires qui sont en train de terroriser. Ça dit que ça, c'est un défilé où les gens devaient être vraiment contents de voir leur chef d'État. Et on voit des militaires, même Trump ou bien Poutine ne se déplacent pas avec autant de zigotos pour effrayer leur peuple. Mais ces gens-là, vous allez voir, le jour où ça va péter, ils vont disparaître. Parce qu'ils ne sont en fait là que pour protéger le président, pas pour protéger le peuple. La deuxième image, vous avez vu cette dame-là qui arrive à son domicile, on lui ouvre le portail, il y a une dizaine de militaires qui sont là pour lui rendre les honneurs. Elle sort de sa voiture, elle a son téléphone collé à l'oreille, elle ne les respecte même pas, elle ne les regarde même pas. Et elle continue de téléphoner, elle les salue. Je ne sais pas si cette dame est ministre ou elle est ministre de la Défense, je ne sais pas qui elle est. Elle a beau être ministre de la Défense, elle fait quoi avec 10 militaires à la maison? Et le dernier qui fait une démonstration de défilé, qui vient taper le gardez-vous, peut-être dans l'espoir d'avoir un 5 000 francs. Voilà ce que je dénonçais. Voilà à quoi servent les militaires africains. La plupart, ils sont dans les domiciles de leurs patrons. Ils sont au domicile des maîtresses de leurs patrons. Ces dizaines d'individus que vous voyez là-bas, lorsque cette dame n'est pas à la maison, ils seront en train de jouer les cartes ou de terroriser les gens dans le quartier. Et donc, il y a des gens qui sont sortis des formations et depuis des années, ils n'ont plus jamais tiré un coup de fusil. Parce qu'ils sont dans les champs, ils sont devenus chauffeurs, ils sont devenus ordonnances de leur chef. Vous ne verrez jamais ça dans un pays occidental. Donc, il faut que les militaires africains retournent dans les casernes, qu'on réactualise leurs connaissances et qu'on les envoie au front. On ne peut pas payer plusieurs dizaines de millions par an à des militaires qui sont dans les casernes, qui ne font rien. Et qui sont là, on les envoie juste quand il y a des manifestations, aller frapper les populations, aller frapper les opposants ou tuer les gens, pour protéger un clan, une famille au pouvoir. Donc, il faut aujourd'hui que la réponse à la menace du Sahel soit une réponse régionale. Ce n'est pas une question du G5. Moi, je souhaite même qu'on fasse disparaître ce G5-là et que les pays de la CEDEAO tiennent une réunion extraordinaire, lèvent des troupes, qu'on demande à chaque pays d'envoyer au moins 5 000 hommes. Et on les déploie dans tout le Sahel et on verra si ces terroristes-là vont résister à ce déploiement massif. Le reste, on ne demandera qu'un appui technique aux partenaires, c'est-à-dire les puissances étrangères. Comme ça, on réglera en partie la présence des troupes étrangères sur nos territoires. Oui, merci Ferdinand. Un petit commentaire sur les éléments que nous avons fixés tout à l'heure. C'est que ça ne peut que faire marrer. Parce que vous voyez, cette armée congolaise, elle est aujourd'hui truffée de rebelles, d'ex-rebelles, que Sassou Nguesso a amené pour voilà, les ninjas, etc. Bon, ceux qu'il a eu à reconvertir dans le camp des Cobras, etc., qu'il a amené. Elle est un peu comme à l'image de l'armée ivoirienne aujourd'hui, où les galons ont été attribués par pure accointance politique ou régionaliste, etc. En fait, le fond, c'est qu'un peu comme Ferdinand l'a dit, on n'a pas une armée préparée au combat. Vous avez vu, en Centrafrique, par exemple, quand les rebelles, et Djotodia a levé une rébellion en quelques semaines du côté du Tchad, l'armée centrafricaine a détalé rapidement. Donc, on n'a pas une armée préparée au combat. Ça veut dire que tout cela, ça fait partie, en fait, des visions que nous avons pour nos États. Est-ce que... la Suisse sait par exemple qu'elle ne rentrera jamais en problème avec quelqu'un. Elle a choisi d'avoir
enfin de faire table rase d'une armée, d'avoir une gendarmerie et puis une police, etc. Pourtant, la chose c'est que c'est éventuel parce qu'ils gardent beaucoup d'argent de la planète. L'éventualité est là qu'on puisse les attaquer. Donc c'est-à-dire que ils ont des terreaux, enfin des terreaux d'armement cachés, dissimulés dans les montagnes, etc. Donc tout cela, ça dépend de la vision. C'est-à-dire quelle projection vous avez pour votre État. Sinon, si aujourd'hui les djihadistes sont presque à nos frontières, on a passé le temps à mettre en place une armée purement politique. Une armée où on dit combien tu as dans ta région là, donne-moi 20. Et chaque fois, on leur travaille l'esprit, on leur violente l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a que le travail, il n'y a que l'emploi militaire. Il n'y a que ce travail que vous pouvez faire, sinon c'est la dèche pour toi et toute la famille. Et quand tu viens ici à Lomé, tu peux déjà avec l'arme en main, celui-là que tu prenais hier pour le maître blanc, il va avoir peur de toi, ça y est, l'homme de la capitale aura peur de toi, etc. Quand on le fait comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de vision. Et le pape Jean-Paul II l'a dit, il n'y a pas pire que celui qui n'a pas de vision. Il y a pire que l'aveugle, c'est celui qui n'a pas de vision. Hein? Donc aujourd'hui, on est dos à dos. Quand nous prenons le contexte du Togo, par exemple, on se dit, à part les contestations politiques, si hier le djihadiste venait, le djihadiste, c'est pas ce que nous montrons aujourd'hui sur nos écrans pour dire c'est ceux-là qui sont des djihadistes. C'est-à-dire que le djihadiste, même, il ne blague pas. Non, les vrais djihadistes, ils ne blaguent pas. Il ne possèdent pas des manchettes, etc. Ils sont sérieux. Et donc, on n'a pas préparé une armée pour défendre la République, pour défendre l'État. On a préparé plutôt une armée pour mater les populations. Et vous allez voir de plus en plus même, vous voyez très bien, regardez très bien dans le visage de ces hommes-là, comme au Carrefour, ils sont malheureux. C'est-à-dire qu'ils sont venus à la lumière. On les a, c'est le mythe de la caverne. On les a tellement cantonnés dans la boîte qu'à un moment de la lumière commence par leur parvenir, ils disent, attends, ceux que nous sommes en train de mater, même ils ne sont pas aussi violents que ça. Ils ne représentent pas en fait une grande menace pour nous. Et donc, ces gens-là, normalement, avant de leur mettre le treillis, on leur dit, vous êtes appelés à défendre n'importe qui. N'importe qui, même ça y est, le voisin de ta maison. Monsieur a des problèmes avec lui. Ton devoir, c'est qu'une fois que l'envahisseur vient, hein, tu prends la défense, tu défends d'abord la nation avant de venir à terre. Oh, on a formé notre armée à régler les détails, à racketter. En fait, c'est à ça qu'on les a réduits. C'est pas, il faut comprendre que c'est pas un choix. Parce qu'on les a trouvés dans une situation, on dit ok d'accord, pour mieux t'exploiter, c'est voilà. Donc c'est ce qui se retrouve aujourd'hui contre beaucoup d'États africains, hein, où les armées sont personnalisées. Mis au service. Privatisées. Les armées privées. Voilà. Les armées sont personnalisées. Et moi, c'est malheureux parce que, moi je le dis, ça veut dire que nous faisons un travail d'utilité publique qui ne va contre personne, mais qui va dans l'intérêt de tous parce que nous sommes convaincus que le sourire, le principe du sourire, c'est que ce soit partagé. Et c'est malheureux de voir tes frères, vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes pas de la même, mais on le réduit à cela, hein, à l'esprit de brutalité contre celui qui n'a rien en main. Vous voyez la vidéo de Sassou Nguesso? Qui peut être considéré une menace pour Sassou Nguesso là-bas? Dans ce stade-là, qui peut considérer une menace pour Sassou Nguesso? La dame qui a près de 10 hommes elle a quel rang social? Si vous fouillez, peut-être c'est une maîtresse. Peut-être qu'elle est menacée. Elle est menacée par quoi? Et on prend de valeureux gens comme ça, hein, qui peuvent être de bons agriculteurs, de bons entrepreneurs agriculteurs, pour construire de bons ingénieurs, et on les réduit à ça, hein, pour jouer aux zozos devant pour jouer aux zozos devant une dame qui n'a même, peut-être quand vous fouillez, elle n'a aucune culture, parce que si elle avait le minimum de culture, elle n'allait pas se permettre d'être au téléphone pendant que les gens te vouent le respect, c'est-à-dire que les gens sont garde à vous. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'à force de se limiter à soi, mais de voir le monde à sa petite porte, ben, tu nuis à tout le monde, tu nuis à toi-même, tu nuis à tes descendants, hein, juste par orgueil. Et c'est en cela que je suis d'accord sur le philosophe. Je suis d'accord avec le philosophe qui dit que les petits esprits sont dangereux. Ils sont dangereux, très nocifs même pour la société.
Oui, messieurs, le débat devient passionnant, mais nous allons observer une petite pause et nous reviendrons après.